Bonjour et bienvenue ce matin pour une nouvelle table ronde sur l'intelligence artificielle. Nous allons aborder ce matin le sujet de l'IA sous influence, quand l'IA peut devenir une arme. Pour cela, je passe la parole à Aurélien Benwalid qui va modérer la table ronde. Merci Maud, bonjour à tous. Donc effectivement, au cours des premières journées du Forum européen de bioéthique, on s'est intéressé à comment l'intelligence artificielle allait révolutionner la médecine, nous aider à vivre mieux, à vivre plus longtemps, à améliorer notre communication avec les autres et à voir finalement le côté assez positif de l'intelligence artificielle, même si en toile de fond, bien évidemment, les risques, la nécessité de mettre des bornes, de chercher des responsables étaient présentes à tous les niveaux. Mais ce matin, bienvenue dans le monde merveilleux de la malveillance. Vous vouliez un monde dans lequel l'intelligence artificielle servait à chercher à découvrir un nouveau médicament ou chercher à mettre en évidence une corrélation statistique entre un facteur de risque et une maladie afin de pouvoir la prévenir. Mais on va peut-être plutôt vous parler d'un monde dans lequel on cherche à pirater le pacemaker pour faire chanter ou pour assassiner. Vous vouliez peut-être un monde dans lequel l'intelligence artificielle ne participe qu'à la beauté du monde, à un monde plus juste, à un monde plus équilibré, et peut-être aussi qu'il est nécessaire de parler de l'intelligence artificielle qui peut favoriser un monde plus faux, un monde où Taylor Swift est exposée dans des deepfakes plus vrais que nature, un monde dans lequel Joe Biden s'adresse directement, enfin pas le vrai Joe Biden, à des électeurs pour les inciter à ne pas voter. On peut aussi parler d'un monde dans lequel l'IA ne cherche pas nécessairement à rendre le monde plus juste et plus égalitaire, mais d'un monde dans lequel l'intelligence artificielle permet de voler des données sensibles. Vous n'êtes peut-être pas passé à côté de l'information des plusieurs millions de données personnelles volées à la sécurité sociale il y a quelques jours. Un monde dans lequel on peut être amené à demander des rançons. Un monde où l'on surveille, où l'on note les individus, où l'on limite les libertés. Un monde où l'on stigmatise à partir de la reconnaissance faciale un individu et où on le met dans une case. Un monde où l'on plagie, un monde où la paix et la démocratie peuvent aussi se transformer un peu à l'instar de Stranger Things, la série sur Netflix, le monde à l'envers, dans lequel finalement l'intelligence artificielle peut être utilisée par les armées, peut être utilisée également par des gouvernements ou par des services secrets pour renverser une élection. On en a eu quelques exemples malheureusement. Et c'est vrai que si cette journée est un peu placée sous le thème de la science-fiction, parce qu'on va en parler tout au long de la journée, malheureusement, on se rend bien compte, avec les événements qui sont parfois très tragiques, que l'intelligence artificielle est capable du meilleur, mais qu'elle est aussi capable du pire, et que cette réalité-là, parfois, prend le dessus dans l'opinion publique sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est un peu dommage quand on se rend compte de tout le caractère merveilleux que l'outil intelligence artificielle est capable ou susceptible de générer dans le monde. Donc pour en parler ce matin, nous avons réuni une table ronde où on commencera d'abord avec Julie Martinez, qui est directrice générale de France Positive, on reviendra dessus ultérieurement, Thierry Ménessier, qui est professeur des universités, philosophe, responsable de la chaire éthique et intelligence artificielle à l'Institut MIAI, Université Grenoble-Alpes, et Solange Guernouty, professeure de l'Université de Lausanne, présidente de la fondation SGH Institut de recherche Cybermonde. Je vais tout d'abord donner la parole à Julie Martinez. Vous êtes également avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit numérique, spécialisée également dans la désinformation, dans les deepfakes, dans l'ingérence étrangère que l'intelligence artificielle peut fournir et les risques pour la démocratie. Vous travaillez également aux affaires juridiques de Palantir, qui est une entreprise qui travaille justement dans le big data, qui est localisée aux États-Unis et probablement qu'on sera amené aussi à en discuter. Julie Martinez, on est très heureux de vous accueillir et on vous laisse la parole. Merci à tous. J'interviens aujourd'hui en tant que directrice générale de France Positive, bien que je sois tout à fait ouverte à répondre à des questions sur Palantir. Merci pour cette invitation, a fortiori sur un sujet aussi
intéressant que l'IA sous influence, quand l'IA peut devenir une arme, qui me permet aujourd'hui d'aborder, je pense, une thématique cruciale en matière d'intelligence artificielle, cruciale pour l'ensemble des citoyens aujourd'hui présents. C'est la question de l'impact de l'IA ou de tout outil numérique sur le processus démocratique. Car en effet, l'IA, et je pense que vous avez, pour ceux qui ont eu la chance d'assister aux précédentes conférences, vous avez eu la possibilité de revenir sur le potentiel formidable qu'apporte l'IA en matière de progrès médical, par exemple, ou d'accès au grand public à du contenu et à de la génération de contenu également informationnel. Mais c'est vrai que l'IA présente également des risques très importants. Parmi ces risques, ceux qui peuvent frapper, je dirais, de plein fouet notre démocratie, à moins qu'on intervienne évidemment collectivement et de manière transversale dès aujourd'hui. Alors quels sont ces risques un peu plus en détail? Il y a évidemment ceux liés à la désinformation, à la manipulation de l'opinion publique, et également, comme vous le disiez, l'ingérence étrangère qui profite finalement de ce procédé tech qui n'est pas nouveau. L'IA, l'intelligence artificielle, vient renforcer finalement un procédé que nous connaissons tous depuis de nombreuses années, qui a pris de l'ampleur avec l'émergence sur le marché et d'ailleurs auprès du grand public de grands modèles d'IA. Mais depuis de nombreuses années, vous le savez, les réseaux sociaux et l'exploitation des données ont déjà commencé à jouer un rôle majeur dans la manipulation de l'opinion publique. À ce titre, pour ceux qui n'auraient pas eu la joie de lire Les ingénieurs du chaos de Giuliano d'Ampoli, je vous le recommande avec bienveillance. Alors pourquoi l'IA contribue-t-elle à finalement accélérer ce processus antidémocratique? D'ailleurs, de quoi parlons-nous en la matière? Et surtout, comment réorienter finalement l'IA vers un usage plus respectueux du processus démocratique? C'est ce que nous essayons de faire avec France Positive, présidée par Jacques Attali. Il ne s'agit pas seulement d'établir des constats forts, mais il faut aussi pouvoir apporter des solutions rapides et transversales. Alors quand je parle d'IA également, juste pour replacer un peu les termes du sujet, voilà, je pense que vous avez pu aborder le sujet de manière très précise, mais je parle surtout de ces récents modèles d'IA qui ont fait une grande arrivée sur le marché auprès du grand public et qui permettent de rapprocher la machine, je dirais le hardware, de ce niveau de similitude avec l'homme au sens du test de Turing. Alors, avec l'arrivée sur le marché de ces grands modèles d'IA, d'OpenAI et compagnie, on a effectivement on assiste en tout cas à des phénomènes de manipulation de l'opinion qui s'amplifient et qui créent un risque démocratique direct. Si on parle de désinformation, par exemple, l'IA est d'ores et déjà utilisée pour propager de fausses informations, ce qui crée un risque fort en temps habituel, mais a fortiori en période électorale. La société Cloudflare, en la matière, a publié un rapport édifiant en ce qu'elle considère être les tendances en matière de cyberattaque dans le processus électoral aux États-Unis. Et ces experts en cybersécurité affirment que la diffusion de la désinformation aidée par les progrès de l'intelligence artificielle tels qu'on les connaît depuis ces derniers mois représente la plus grande menace pour les élections alors que les États-Unis abordent une période électorale clé. D'ailleurs, cette menace est déjà mise en œuvre, je dirais, depuis même le début de la campagne. Au moment même où Joe Biden se déclare candidat à l'élection présidentielle, le Parti républicain a pour merveilleuse idée de faire produire par une IA générative une vidéo qui crée de fond en comble du contenu mettant en œuvre ce qu'il se passera au moment de l'élection de Joe Biden s'il vient à être élu en tant que président pour la seconde fois. Alors dans cette vidéo, vous pouvez avoir accès à un afflux massif d'une migration mexicaine à la frontière, des gardes de frontières complètement dépassés, des crimes à Los Angeles, un crash économique à Wall Street. Alors quand bien même le Parti républicain insère cette mention à l'angle droit de la vidéo en indiquant que cette vidéo a été suscitée, générée entièrement par un modèle d'IA, on peut se poser la question d'une part de savoir si cette mention va continuer d'y figurer sur les prochaines semaines, les prochains mois, et qu'est-ce qu'il en sera, finalement des subsets, donc des vidéos subséquentes de ce clip-là, sans cette mention.
Les risques sont déjà en cours. Ils sont amplifiés par un procédé sur lequel j'aimerais revenir, qui sont les deepfakes, comme vous l'avez introduit. Vous savez, les deepfakes, c'est cette IA qui permet d'altérer l'information visuelle, auditive, afin de créer un faux contenu convaincant, alors qu'il s'agisse encore une fois d'images, de vidéos, d'audio. L'exemple récent qui a fait la une des journaux, c'est évidemment Taylor Swift, qui a été victime d'un deepfake pornographique. Son visage a remplacé celui d'une actrice porno et ça a fait le tour du monde. Alors, en matière politique et démocratique, est-ce qu'il existe déjà des conséquences directes de cet outil de l'IA qui vient amplifier un processus antidémocratique lié à la désinformation et à la manipulation de l'opinion publique par l'exploitation de la donnée? Oui. Y compris sur notre territoire européen, et j'aimerais m'attarder 2 secondes sur un exemple très très récent à la fin de l'année 2023, un pays pas très loin du nôtre, la Slovaquie. Des enregistrements audio ont été générés par un modèle d'IA pour usurper l'identité du candidat libéral à cette élection, au second tour, remplaçant via sa voix des propos qu'il avait tenus et dans lesquels il indiquait vouloir finalement créer une révolte et augmenter, je crois, la taxe sur la bière. Alors, le souci étant que cet audio a été manifestement et de manière très massive diffusé sur les réseaux sociaux à 48 heures seulement du second tour, donc du scrutin. 48 heures, c'est comme en France, c'est-à-dire que les journaux, les médias ne sont pas habilités à commenter l'actualité politique. Vous savez, avant une élection, on fait le jeu du silence pour laisser aux citoyens le choix de s'exprimer en pleine conscience sur un programme et non finalement ce qu'il sera dit de ce programme. C'est-à-dire que les journalistes n'ont pas été en mesure finalement de communiquer, de contredire la parution sur les réseaux sociaux de cet audio qui était falsifié. Alors quand bien même les vérificateurs, eux, entreprises privées, ont pu manifestement dire « attention, c'est un deepfake, ce n'est pas vrai », le fait est que le candidat libéral a perdu cette élection au second tour. Alors évidemment, le lien de causalité est difficile à établir, pas forcément, il aurait peut-être pu perdre en l'absence même de ce deepfake-là. Le fait est qu'il était quand même établi comme candidat gagnant dans les sondages les précédents mois. Ce qui est un exemple, à mon sens, assez frappant de ce qui peut nous attendre, nous, avec une échéance aussi importante que l'élection européenne en la matière. Et d'ailleurs, l'élection européenne qui va être l'objet d'ingérences étrangères. Par ingérence étrangère, j'entends la volonté d'un État ou d'une organisation internationale d'influencer le processus politique, économique ou les processus sociaux d'un pays afin d'avoir un impact finalement sur un résultat. De même qu'on assiste depuis quelques années à des bots, vous savez, russes, chinois, qui vont venir amplifier des débats d'opinion publique sur les réseaux sociaux, l'IA vient finalement, grâce à ses caractéristiques même d'automatisation et d'amplification des contenus, amplifier ce processus-là, qui en plus est lui-même de moins en moins géré par les entreprises les plus à même de contenir les fake news, je dirais, sur les réseaux sociaux. Quand on pense par exemple à Twitter, aujourd'hui X, qui a réduit de manière considérable son personnel en matière de lutte contre la désinformation et de vérification des faits. Alors ça a des conséquences désastreuses pour notre pays, pour l'Europe, en matière de propagande poussive par exemple. On sait aujourd'hui, et vous le savez également, en Afrique de l'Ouest, la propagande du groupe paramilitaire russe Wagner alimente de manière régulière le sentiment anti-français par la publication de fausses informations dans les journaux. On sait aujourd'hui que ce groupe paramilitaire a également recours de manière intensive à ces nouveaux modèles d'IA qui sont accessibles de toute façon auprès du grand public. Alors quelles sont les solutions pour finir ? Puisqu'il ne s'agit pas seulement de présenter, je dirais, ces constats, il faut qu'on puisse réfléchir en tout cas collectivement à ce qu'on peut apporter en réponse à ce que j'estime être un risque très très important pour notre démocratie. Alors le problème, c'est que c'est un enjeu global. Comme vous le savez, l'information ne connaît pas de frontières. Il faudrait avoir une approche véritablement internationale pour avoir un impact véritablement efficace en matière de lutte contre les effets négatifs de l'IA sur le processus démocratique.
En Europe, à l'échelle européenne, donc au-delà de la France, on a déjà quelques initiatives qui commencent à émerger sur le territoire, un peu timides, alors on peut revenir très rapidement dessus, mais il y a le règlement européen sur les services numériques qui est entré en vigueur et qui incite, oblige même les grandes plateformes à publier des indicateurs utilisés dans leur système algorithmique pour détecter les discours haineux, le nombre de vérificateurs de faits également par langue nationale au sein de chaque pays. On se doute bien en la matière que ce n'était pas suffisant. On voit arriver également sur le marché ce nouveau règlement sur l'IA, le EU AI Act, qui commence à peine à réglementer l'usage des modèles d'IA pour des fins de manipulation d'opinion auprès des personnes vulnérables en les interdisant complètement. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec l'approche européenne, c'est qu'on est passé d'une approche non contraignante. Vous savez, dès 2018, la Commission européenne qui publie, en tout cas qui demande à un groupe d'experts de travailler sur des lignes directives éthique non contraignante, et puis là on arrive enfin à se rendre compte que bon, l'éthique ça a du bon, mais à partir du moment où on n'oblige pas une entreprise à le faire et qu'elle ne peut être sanctionnée, les progrès quand même tardent à venir. Donc là on arrive avec un règlement qui va venir imposer plus de transparence par exemple auprès des fournisseurs, des développeurs de modèles d'IA, y compris en matière de deepfake, en les obligeant à inscrire cette mention, ce labeling, ce watermarking, comme ils disent, généré par de l'IA. Je pense personnellement que c'est bien, c'est une bonne première approche, mais ce n'est pas suffisant. Et à l'échelle européenne ou à défaut à l'échelle française, il faut tout simplement déjà commencer par réinvestir de manière massive dans l'éducation et les sciences à l'école. Je pense sincèrement que notre pays doit remettre le goût des sciences sur la table auprès de nos élèves. Cela passe évidemment par un investissement économique massif dans nos écoles, par la mise à jour également de cours beaucoup plus pointus sur la reconnaissance par exemple d'une source, la recherche d'une source, un module anti-fake news, pourquoi pas. Ce qu'il faut apprendre à nos élèves, à nos étudiants et peut-être à nos citoyens tout au long de la vie, c'est à reconnaître la différence entre une opinion, une croyance et un fait scientifique. Et ça, si on n'arrive pas à investir de manière massive là-dedans, en voyant la quantité de contenu qui est généré par l'IA, on peut s'attendre à simplement à ce que les citoyens se sentent soit désemparés, soit désengagés face à ces procédés-là. Donc voilà, pour finir, compte tenu finalement de la nature mondiale de cette menace, nous poussons pour une plus grande coopération intersectorielle et internationale. Je suis navrée d'avoir abordé l'IA sous l'angle assez négatif qui est celui de l'ingérence, de la désinformation et de la manipulation de l'opinion publique, mais je pense vraiment que c'est un sujet crucial pour demain. Et encore une fois, finalement, comme vous l'avez d'ailleurs très bien introduit, l'IA n'est qu'un outil. Encore une fois, ce n'est qu'une technologie, donc cette technologie, elle est ce qu'en fait l'homme. Il faut pouvoir inciter chaque être humain aujourd'hui, dans n'importe quel process d'IA, que ce soit en amont ou en aval, à se saisir de ces enjeux-là et à faire de cet outil quelque chose de bon pour la France et ses citoyens. Merci beaucoup. Merci Julie Martinez. L'objectif en effet n'est pas de faire peur, évidemment, même si l'introduction était volontairement un peu grandiloquente. L'idée c'est aussi de démystifier. Alors démystifier les craintes qu'on peut avoir, mais aussi démystifier les illusions qu'on peut avoir sur la technologie. Et donc c'est normal d'aborder ces questions-là. Et je pense que le public qui a quand même l'habitude de suivre les différentes tables du forum se rend bien compte que c'est une face de la médaille, mais qu'il y en a une autre, évidemment. Je vais maintenant laisser la parole à Thierry Ménessier, qui est donc professeur des universités de philosophie. Vous développez un programme en éthique de l'intelligence artificielle, notamment dans un des instituts du rapport Villani de 2018. C'est vrai que dans ce cas de figure, la dimension aussi même philosophique et éthique du bien et du mal, on en discutera à la prochaine table ronde aussi cet après-midi, mais on est très content de vous accueillir. Merci, et puis on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc je vous remercie de cette invitation, tout en redoutant, comme il a été dit, le propos que nous devons assumer ici, qui est celui fatalement anxiogène des dangers, des menaces que la révolution technologique fait peser sur nos vies. Alors, c'est pas si facile un samedi matin avec bonne humeur d'assumer ce genre de position.
Vous l'avez rappelé, la mienne est celle d'une chaire universitaire au sein d'un des 4 instituts pluridisciplinaires d'intelligence artificielle qui ont été créés en France au terme du rapport Villani de mars 2018. Donc à partir de septembre 2019, donc vous voyez, depuis maintenant presque, pour un premier financement de 4 ans, nous avons mobilisé des forces collectives pour accueillir les questions liées exactement aux risques éthiques et politiques de l'intelligence artificielle dans une chaire que j'ai voulu pluridisciplinaire et qui rassemble une vingtaine de personnes, du stagiaire de master à l'enseignant-chercheur qualifié. Et surtout, j'insiste sur le côté pluridisciplinaire. Mon intention avec cette chaire, avec ce travail, cette dimension-là, était de mobiliser les compétences de la sociologie des organisations, des sciences de l'information et de la communication, des sciences de gestion, marketing, vous voyez, pour comprendre dans quelle mesure l'IA allait complexifier un certain nombre de pratiques sociales. La chaire éthique et intelligence artificielle est une des 4 chaires de sciences humaines et sociales au sein d'un institut, bien entendu, très majoritairement dominé par la mathématique informatique, la robotique. Alors, ce n'est pas rien que d'accompagner le travail des collègues qui sont informaticiens, roboticiens, avec l'ambition assumée d'observer les développements scientifiques et technologiques en train de se faire. Techniquement parlant, du point de vue de la philosophie des techniques, ça s'appelle « assumer le tournant empirique ». Nous refusons, par principe, la position de surplomb, position perchée au ciel des idées, ce qui peut être intéressant du point de vue de la vie de l'esprit, mais qui interdit de voir ce qui se passe effectivement sur le terrain et qui nourrit une posture catastrophiste. Il y a beaucoup d'essais, de mauvaise littérature, très anxiogène, qui est celle des auteurs, qui peuvent être des collègues intéressants par ailleurs, que j'appelle les pompiers pyromanes. Je pense qu'il faut refuser ça avec modestie, s'attacher à comprendre ce qui se passe sur le terrain, en comprenant, en ce qui me concerne, moi je suis un philosophe politique formé à la belle école de Nicolas Machiavel, sur lequel j'ai beaucoup écrit, en s'attachant à scruter les jeux d'acteurs. Scruter les jeux d'acteurs dans ce que j'appelle, et j'arrive à un point qui me semble personnellement très important, le monde de l'innovation. C'est ce que j'essayais de montrer depuis une quinzaine d'années. Nous sommes entrés depuis assez longtemps, avant l'essor de l'intelligence artificielle, dans le monde de l'innovation où se déploient des usages, des pratiques, des savoirs qui ne sont pas ceux du monde précédent. Vous le savez bien, le monde précédent était celui du progrès. Je soutiens que le paradigme de l'innovation, ce modèle explicatif général, est post-progressiste. Nous sommes entrés dans un monde post-progressiste. Et alors, subrepticement, puisque le monde de l'innovation se nourrit de la science et de la technologie de la même manière que le faisait le monde du progrès. Il me semble que le mythe du progrès est ébranlé par les pratiques sociales du monde de l'innovation, où des jeux d'acteurs au plan géopolitique sont d'une toute autre nature que ceux, fort apaisants, sécurisants et sans doute sécurisés, qui étaient ceux du progrès. Encore qu'il y avait un mythe du progrès donc, qui contribue à que l'IA, le numérique aussi bien, contribue à faire voler en éclats. La question qui se pose à moi dans ce contexte, dans le contexte donc d'un bluff technologique permanent, pour reprendre une expression du philosophe de la technique Jacques Ellul, dans le contexte d'un bluff technologique permanent, qu'en est-il de la relation entre science-technologie, d'une part, société, d'autre part, mais aussi contexte civilisationnel, avec des valeurs fondatrices pour nous, qui se déclinent dans différentes formes de pratiques, les pratiques démocratiques, les pratiques du travail telles que le droit du travail les régit. À cet égard, la puissance disruptive de l'intelligence artificielle appuyée sur le numérique est considérable. Ce terme de disruption peut être référé à l'ouvrage du regretté Bernard Stiegler, son ouvrage de 2016, donc dans la disruption, dont le sous-titre était « Comment ne pas devenir fou ». Stiegler ne parlait pas de l'IA, il parlait du numérique. L'IA ne fait qu'augmenter, me semble-t-il, ce dont il parlait, du fait de la mise en algorithme de l'activité humaine. Avec mon équipe, je suis très sensible à l'observation de la mise en algorithme de l'activité humaine.
c'est elle, me semble-t-il, qui fait peser un certain nombre de menaces directes et indirectes sur nos pratiques. À cet égard, donc, comment dire autrement les choses que l'IA, dans sa puissance disruptive, est comme un miroir qui est tendu à l'humain dans ses propres activités. Alors, il faut bien remarquer que, à cet égard, nous ne manquons pas, dès lors que nous sommes un peu éveillés à ces menaces, nous ne manquons pas de matière. Alors, évidemment, les collègues philosophes font leur travail en proposant, un philosophe, ce qu'il fait de mieux, c'est une sorte de sémantisation, en apportant des concepts. Alors, il faut toujours se méfier des concepts, surtout quand ils sont loin de la réalité. Mais il y a un certain nombre de philosophes aujourd'hui, en particulier des jeunes au niveau mondial, qui proposent des concepts intéressants. Je pense par exemple au concept d'algocratie, au concept de John Danaher. Hein. On peut parler aussi du concept de datacratie. Alors la difficulté de ces concepts-là, c'est qu'ils font comme s'il n'y avait pas d'humain derrière l'IA. Donc j'aurais tendance à m'en méfier un peu. Je préfère retenir un autre concept qui est celui que Antoinette Rouvroy et Thomas Berns ont proposé il y a quelques années déjà, en s'inspirant d'un grand philosophe qui est Michel Foucault, qui est la gouvernementalité algorithmique. Alors pourquoi ça m'intéresse? Cette gouvernementalité algorithmique renvoie à un modèle d'activité profondément libéral. Dans la chaîne de sens et de valeur de l'intelligence artificielle, le concepteur, le prescripteur, le financeur, mais aussi l'usager, joue un rôle majeur. Tout le monde joue un rôle majeur. Avec les grands modèles de langage que vous évoquiez, avec ce que nous a révélé l'événement ChatGPT, c'est que les usagers, les personnes elles-mêmes s'approprient sans aucune connaissance technique ces systèmes afin qu'ils jouent un rôle dans leur vie. C'est ça la gouvernementalité algorithmique. C'est-à-dire que subrepticement, la machine programmée et remarquablement efficace prend le pas sur le sens de l'action humaine. Elle impose le sens de l'action humaine de manière subreptice et avec le consentement apparemment volontaire des usagers. Alors tout de même, il faut se souvenir que Noam Chomsky, le grand philosophe linguiste, a évoqué, il n'y a pas très longtemps, avec 2 co-auteurs, dans un grand journal états-unien, que l'adoption de ChatGPT pour des décisions personnelles relève de la banalité du mal, c'est-à-dire d'un concept très puissant développé par Hannah Arendt à propos du cas Eichmann dans la période totalitaire. Alors, c'était inquiétant. Ça, c'est l'apport des collègues philosophes. Moi, je préfère regarder le témoignage des personnes victimes de ce que j'appelle, je vous fais la primeur du concept, la maltraitance algorithmique. J'ai ici sur mon téléphone, j'ai un peu long donc je ne vais pas le lire, le témoignage d'une collègue que j'ai rencontrée cette semaine en évoquant ce que j'allais faire, qui m'explique comment elle a été littéralement bannie de la plateforme de rendez-vous des soins chez le dentiste. Du fait qu'une règle bureaucratique qu'elle ignorait, littéralement, elle est rentrée dans un cas d'une règle bureaucratique qu'elle ignorait, elle ne peut plus entrer sur cette plateforme pour prendre de rendez-vous. Récemment, j'ai eu la chance d'être dans le jury de thèse d'un jeune sociologue à l'école des hautes études en sciences sociales, qui s'appelle Jérémy Poiroux, et ce jeune collègue, ce jeune sociologue, évoquait le management par les algorithmes. Il évoquait par exemple un autre cas de ce que j'identifie comme la maltraitance algorithmique, de journalistes dans un grand journal quotidien allemand, où le journaliste était obligé d'écrire son papier à travers une plateforme algorithmique. Et à chaque fois qu'il écrivait un mot sur un sujet, il y avait un autre mot qui s'imposait, que l'algorithme lui recommandait, parce que ce mot avait valu dans un autre article beaucoup plus de vues que celui qu'il avait écrit. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des conflits, puisque le journaliste disait « mais enfin quand même mon papier c'est pas le même que… » Alors le journaliste, raconte Jérémy Poiroux, allait voir le chef de rédaction, rédacteur en chef. À votre avis, pour quelle version optait le rédacteur en chef? Pour la seconde, c'est-à-dire pour celle qui, entre guillemets, matchait avec les goûts du public. Maltraitance algorithmique, et vous voyez, il n'y a pas de profession qui ne soit menacée par cette transformation qui, à mon avis, est une menace sourde, tantôt bureaucratique pour un monde bien en ordre, bien en forme, mais assez effrayant, ou pour un monde de satisfaction, de divertissement,
non moins effrayant. Comme disait Hannah Arendt, une forme contemporaine du totalitarisme. Alors, quelle réponse? J'arrive à la fin de mon propos. Quelle réponse? Nous y travaillons avec les collègues des différentes disciplines donc, qui, sous l'égide de la philosophie éthique et politique, adressent des questions, observent des terrains et procèdent à des expérimentations avec différents publics. La réponse ne peut être que globale à une menace globale. Moi, il me semble, en plus des enjeux de formation que vous évoquiez, qu'il est extrêmement important d'éclairer les élus et les services publics. Les uns et les autres sont soumis à des temporalités qui ne sont pas celles, qui ne sont pas compatibles avec la préservation des libertés, malheureusement. Les élus ont une connaissance scientifique et technique, disons, satisfaisante, mais souvent insuffisante, compte tenu des transformations scientifiques et technologiques. Et les pouvoirs publics sont souvent sommés par un ministère souverain dans les différents pays, c'est-à-dire celui, vous l'avez reconnu, de l'industrie et de la souveraineté nationale, d'implémenter des technologies. Nous avons récemment parlé, avec notre brillant et éphémère ministre de l'Éducation nationale, du projet d'une plateforme qui s'appelait MIA, qui allait être implémentée sans aucun retour d'expérimentation. Ce que ne fait pas le monde de la justice, ce que ne fait pas non plus le monde des forces de l'ordre, fort heureusement, où il y a tout un système d'expérimentation. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, développer l'expertise indépendante. J'en parlais ce matin avec Catherine Tessier, qui est parmi nous et qui parlera cet après-midi. Une expertise multidisciplinaire, absolument indépendante, qui doit être notamment nourrie par les meilleurs savoirs en sciences humaines et sociales, puisque les sciences humaines et sociales ont la particularité d'avoir des méthodes d'enquête qui sont remarquables et qui révèlent, notamment aux philosophes, des angles de vue qu'ils n'auraient pas soupçonnés. Enfin, dernier niveau, je veux dire, l'expertise, elle est, à mon avis, absolument nécessaire pour l'ensemble, pour accompagner l'expertise éthique et politique, pour accompagner les projets qui sont soumis aux grandes agences nationales et internationales de financement, bien entendu. Et ceci dès la conception, me semble-t-il. C'est ce à quoi nous nous attachons à Grenoble. Et c'est le dernier point que je voudrais souligner. Il faut mobiliser les citoyens dans une expertise qu'ils n'ont pas encore. Je crois que ça va au-delà des enjeux de formation. Il faut prendre exemple de ce qui se passe dans l'ingénierie, avec l'ingénierie de la participation, dans, vous savez, ces manifestations qu'on appelle les conventions citoyennes pour le climat. J'ai eu la chance de coprésider l'une d'entre elles pour la région, l'agglomération grenobloise. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une mise en travail des citoyens qui deviennent des quasi-experts d'une question. Il faut du temps, hein, il faut du temps et des moyens. Et vous voyez, les pouvoirs publics doivent, je crois, contribuer, sont dans l'obligation de contribuer à la mise en œuvre d'évaluations technologiques participatives. Ces évaluations technologiques participatives existent dans la littérature. Il importe de leur donner une assise démocratique. Personnellement, je milite dans la région grenobloise pour la tenue d'états généraux d'éthique de l'intelligence artificielle. Alors, la Révolution française, vous le savez, est née à Grenoble. Elle est née à Visil, plus exactement, à côté de Grenoble. Il s'agit ici de prendre acte de la capacité des publics à être formés pour avoir un avis éclairé sur des sujets précis grâce à la meilleure expertise possible. Ce dont il est question, vous voyez, c'est de civiliser la société algorithmiquement assistée. La civiliser en remarquant bien que les règles juridiques sont nécessaires, mais profondément insuffisantes. Ce dont il est question, c'est, vous voyez, de prendre acte de ce que j'appelle, moi, dans mon ouvrage en particulier, mes travaux, l'innovation sauvage, qui est la réalité de l'innovation, à laquelle nous contribuons par des achats consentis, en tout cas en apparence, de solutions technologiques coûteuses, environnementalement coûteuses, etc. Ben, voilà. Donc, prendre acte de l'innovation sauvage. Et vous voyez, tout à l'heure j'ai évoqué Machiavel, mon saint patron, qui m'ouvre les yeux sur ce monde géopolitique de l'innovation. Donc nous sommes partis de la Renaissance, nous vivons une nouvelle Renaissance, mais en réalité, il faut renouer avec l'esprit des Lumières. Autre grand moment de transformation technologique de la société. Renouer avec l'esprit des Lumières, c'est mettre en relation les forces sociales et morales qui peuvent naître dans la société en vue de démocratiser l'IA dont la puissance de disruption donc, est tout à fait réelle. Merci de votre attention.
Merci Thierry Ménissier, on reviendra probablement vers vous plus tard. Je vais maintenant laisser la parole à Solange Guernahouti. Donc quand on lit votre CV, si tant est qu'il n'a pas été généré par un deepfake, on a l'impression de lire un roman d'aventure ou un roman d'espionnage. À la fois, on se sent en sécurité dans la salle et on se demande quand même s'il ne peut pas y avoir un peu de polonium dans un verre. Vous êtes spécialisée et experte internationale en cybersécurité, cyberdéfense et lutte contre la cybercriminalité. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, aussi bien des essais que des essais de vulgarisation, que même des aspects romanesques. Donc on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui au forum et on est pressé de vous écouter. Eh bien, je vous remercie pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que le son est correct pour vous? Il n'y a pas trop d'écho? Bon, formidable. Alors, j'aimerais rebondir bien sûr sur les propos qui ont déjà été annoncés. Et comme vous l'avez mentionné, monsieur, je viens du monde de la sécurité au sens large, donc de la sécurité-défense, et j'ai fait effectivement des études de haute défense nationale. Donc, c'est vraiment un souci plus large qui m'a interpellée dans le titre aussi de cette table ronde, quand l'IA peut devenir une arme. Et j'ai essayé de mettre en forme une pensée un peu complexe qui va peut-être être difficile à résumer en si peu de mots, mais pour ce qui est, donc j'ai une approche de gestion de risque, de gouvernance. Donc du coup, on oublie les promesses, on oublie les opportunités de l'IA, on va s'intéresser aux dangers et aux menaces auxquelles nous, sociétés, nous devons faire face individuellement et collectivement. Ça a déjà été évoqué. Alors, j'aimerais aussi insister et m'opposer en faux à ce qui a été dit par madame. L'IA, c'est pas une technique, c'est pas un simple outil. Et en fait, l'IA, c'est juste de l'informatisation et c'est la continuité du processus d'informatisation de la société qui est en cours depuis plus de 50 ans, qui prend toute sa puissance. Pourquoi? Puis du fait que certaines entreprises ont été à même de collecter des données et sont toujours à même de les traiter, d'où ces grands langages d'exploitation, d'appropriation de cette collecte de données et de traitement. Alors, l'informatisation de la société, elle s'est faite dans une logique économique particulière, une logique extractiviste d'exploitation des données. Et donc, on ne peut pas s'attacher à la protection des données si ces données sont l'or du XXIe siècle et le but des données, c'est de les exploiter. Et cette exploitation des données qui est conçue comme dans une optique de profit de certains acteurs en particulier, m'interpelle dans la mesure où, j'avais évoqué monsieur, ça nous permet en fait d'artificialiser le réel. C'est-à-dire que chaque interaction entre nous-mêmes, notre environnement, la nature, les autres, les entreprises et l'État se fait maintenant et médiée par des technologies de l'information, qui est une composante IA ou pas, mais cette artificialisation du réel font des interactions humaines, de toutes les interactions humaines pour toutes les activités, une source de profit pour les entreprises qui savent les maîtriser, ces interactions. Donc on a cette logique économique qui prend de plus en plus d'ampleur et on gère l'école, on gère l'hôpital, on gère la ville, les espaces qui étaient publics et également les espaces privés, comme on gérerait une entreprise dans une logique de performance et de rationalité économique. Donc il me semble qu'il faut donc questionner aussi cette logique si on veut changer de paradigme et pas nous être a posteriori en train de réadapter à la marge quelques situations. Alors pourquoi la technologie n'est pas neutre? C'est pas un simple outil parce qu'elle modifie en profondeur notre façon d'agir, notre façon d'être, notre façon de communiquer, de travailler, d'apprendre, de se divertir, etc. Donc c'est un transformateur. Et dans le mot ChatGPT, le T de ChatGPT, c'est transformeur. C'est un transformateur de comportement. Et là, on s'en vient aussi à la puissance algorithmique, comme vous l'évoquiez, chers collègues, qui est une réalité. Si on ne comprend pas cette puissance algorithmique et la gouvernementalité algorithmique, on ne pourra pas apporter des solutions. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans l'algorithme, c'est cette façon de façonner des comportements, cette façon de les imposer et de les contrôler. Donc c'est des technologies qui modifient en profondeur notre façon d'être. Et je pense aussi qu'on a du mal à parler de démocratie parce qu'on essaye de réadapter des structures ou des modes de pensée du passé à des choses de complètement radicalement différents et nouveaux. D'où l'importance d'expérimenter, de mesurer et de comprendre. Mais le problème, dans ce temps
de l'expérimentation, de la compréhension. On voit qu'il s'est passé 20 ans, ou presque, le début du 21e siècle. Le premier sommet mondial sur la société de l'information, c'était 2003 à Genève. Donc on l'a préparé au 20e siècle. C'est-à-dire qu'il s'est passé un quart de siècle, on n'a rien compris des enjeux politiques de cette transformation numérique et on est allé dans une espèce de course en avant, et je dirais de course à l'armement technologique, sans s'intéresser d'une façon globale aux impacts sociaux, de société, aux impacts individuels. On le voit émerger aussi les problématiques, on le sent avec l'emploi. L'employabilité, notre employabilité dépend des algorithmes. Le fait de pouvoir accéder à des études particulières dépend des algorithmes. Et on se pose rarement la question de qui conçoit ces algorithmes. Est-ce que ces algorithmes sont conçus d'une façon démocratique ou pas? Et cette valeur du bien commun, qui décide du bien commun, des normes et des critères à intégrer. Donc là, on n'en parle jamais. En revanche, cette économie du numérique qui prend de plus en plus de puissance et d'ampleur se développe et impose aussi des habitudes dont il va être difficile de faire un retour en arrière. Vous évoquiez aussi les problèmes des plateformes journalistiques, mais on a les mêmes problèmes avec l'éducation, parce qu'éduquer au numérique, on éduque les plus jeunes à utiliser, pas à concevoir, autrement pas à s'opposer en faux. Et nous, en tant que professeurs et enseignants, on a des solutions toutes faites d'enseignement, fournies par qui? Par les mêmes acteurs. Et là, le danger, on ne le voit pas, parce qu'on va vous dire, pour des problèmes de rationalité, de coût, de performance, utilisez donc. Donc on est entré dans un système de dépendance à des technologies, ce qui veut dire des systèmes de dépendance à des fournisseurs de technologie. Ces fournisseurs sont des acteurs hégémoniques d'origine étrangère. Que l'origine soit américaine ou chinoise, nous sommes en train de choisir entre deux solutions que nous ne maîtrisons pas. Donc ça pose des questions de souveraineté technologique, et cette question de souveraineté, elle est au niveau de l'individu, des organisations et des États. Donc j'en viendrai aussi, on a évoqué rapidement les problèmes, et je veux dire, c'est tous les jours dans la presse ou presque, ou dans les médias, enfin, c'est le piratage de systèmes informatiques, c'est une réalité. Ce piratage prend de plus en plus d'ampleur, et il y a vraiment un problème de maîtrise des risques. On ne sait pas les maîtriser. Toutes les solutions de sécurité qu'on a développées sont piratables. La preuve en est, toutes les chaînes d'approvisionnement. Et là où on a acquis aussi un niveau de complexité dans les vulnérabilités, c'est que... Alors, excusez-moi, je vais peut-être aller trop vite, mais il y a plusieurs niveaux de vulnérabilité. C'est-à-dire que nous utilisons des produits qui sont vulnérables technologiquement. Ils ne sont pas finis du point de vue de la sécurité. Pour l'instant, il n'y a pas assez d'incitation auprès des fournisseurs et de ceux qui les commercialisent, ces soi-disant solutions, de faire de la sécurité by design par la conception des produits robustes et résistants. On n'a pas ça, personne ne veut payer pour la sécurité. Le coût de la sécurité est porté par l'utilisateur final. Donc on a un problème de résistance, de robustesse. On a des problèmes aussi de vulnérabilité humaine, de problèmes de gestion. Et comme on a voulu faire de la performance en termes de sécurité, on est passé aussi par des plateformes qui sont des chaînes d'approvisionnement de la sécurité qui sont elles-mêmes piratées. C'est-à-dire que quand on se fait voler nos identifiants, nos données, c'est pas du côté de l'utilisateur, c'est du côté où il y a justement ces grandes plateformes, y compris celles du géant du net, qui se font pirater des millions, voire des milliards de données. Donc nous, utilisateurs, on est assez démunis. Donc ces entreprises du net qui nous fournissent des solutions qui ne sont pas en mesure de les sécuriser, comment pouvez-vous imaginer que nous, au bout de la chaîne, on soit en mesure de produire de la sécurité? Donc on a une illusion de sécurité, on n'a jamais de robustesse. Tout ce qui est connectable à Internet est piratable. Et là, la démonstration est déjà faite. Alors, force est de constater qu'on parle beaucoup de cybersécurité, pour autant, on n'a pas ce niveau de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on développe un marché de la cybersécurité et qui est estimé à des milliards de dollars, et on ne développe pas des solutions concrètes. Donc ça, on a vraiment aussi cette approche économique et cette façon de penser l'économie, de penser la société, qui est conduite par des approches économiques et de profitabilité. Là, le marché, il est rentable. On ne peut pas parler de protection des données, de privacy, je dirais d'intimité numérique en français, parce que ça n'a pas de sens. C'est pour exploiter les données. On ne va pas y arriver. On est rentré aussi dans un nouveau monde où on a une surveillance de masse qui est réelle, qui est aussi, et pire encore, qui est une surveillance individualisée, qui est une surveillance de tous par tous. Donc on a élargi ce débat de la sécurité pure au problème de surveillance, on en parle très peu, mais nous avons été habitués d'être sous l'œil des caméras, et maintenant on nous fait passer effectivement des caméras à reconnaissance faciale, c'est-à-dire un traitement algorithmique selon des critères qui nous sont inconnus de ce qui est un comportement normal ou pas normal. Donc, et là on a été habitués aussi progressivement par des systèmes de vidéosurveillance, et si ça ne marche pas, c'est pas grave, c'est parce qu'il n'y a pas assez de technologie. Donc on va rajouter de la technologie à la technologie,
et remplacer la technologie aussi pour des technologies toujours plus en plus puissantes. Et on légitime toujours cette invasion de plus en plus algorithmique de la surveillance par des discours de plus de sécurité. Mais en réalité, nous ne sommes pas plus de sécurité. Alors aussi pour ce qui concerne la sécurité et pour montrer à quel point nous avons failli en termes de sécurité informatique au sens large, qu'on appelle sécurité de l'information ou sécurité informatique, cybersécurité, c'est de la sécurité appliquée à des environnements numériques. Il faut savoir se souvenir plutôt qu'en 2012, le World Economic Forum a introduit pour la première fois le terme de cyber-résilience. Donc pour moi, la résilience, c'est faire face à un choc et de pouvoir continuer à fonctionner. Et alors le choc pour moi était de comprendre que finalement on renonçait en étant proactif par anticipation à protéger, et la logique d'investissement c'était dans la réaction, dans la gestion de crise. Et donc c'est comme ça aussi qu'on décide des budgets de sécurité. Donc la cyber-résilience dont on parle beaucoup en ce moment, être résilient, pour moi c'est un échec de la sécurité. Ce qui me semblerait juste être robuste et résistant. Pas résilient, c'est trop tard, le coup on l'a déjà pris. Ça, c'était en 2012. Et en 2013, le département de la défense américaine avait identifié comme plus grand risque pour les États-Unis, c'était le risque de désinformation qui outrepassait le risque des cyberattaques. Donc on voit toujours, y compris dans les rapports mondiaux sur les risques, le risque technologique est toujours classé assez haut dans le top 10, les 10 premiers risques, c'est souvent aux 3e position. Donc le risque, il est là, et ce risque est amplifié par notre dépendance accrue à ces infrastructures. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'informatique. Mais s'il n'y a pas d'informatique, il n'y aura pas d'électricité. Et donc on a créé, avec les technologies de l'information, des risques systémiques d'une ampleur sans précédent. Et on a complexifié les risques, et ces risques complexes, on ne sait pas les maîtriser. Et on est toujours dans cette logique de fuite en avant qui questionne nos aspects de notre souveraineté par rapport aux infrastructures, donc du cloud, de ces infrastructures pour stocker, pour traiter, et des infrastructures énergétiques. Et ça pose des problèmes assez conséquents. Nous n'allons pas évoquer les problèmes liés à l'environnement, mais à l'écologie, mais il faudrait s'y intéresser, parce que le premier risque de sécurité, c'est le risque de non-disponibilité des services, des infrastructures, des données. Mais si on n'a pas de métaux, d'extraction, enfin si on ne sait pas fabriquer, d'ailleurs on ne fabrique plus, en Europe on ne fabrique plus rien, si on ne sait pas des chaînes d'approvisionnement cohérentes, on ne va pas y arriver. Et l'électricité va y arriver. Et on est dans une situation qui risque de devenir ubuesque, on va favoriser l'alimentation énergétique des ordinateurs, des plateformes, des clouds, des data centers, des centres de données, au détriment des besoins de la population. Donc on a un renversement de prise en compte des priorités, et l'humain, il n'est plus au centre, et c'était le problème de l'éthique, c'est remettre l'humain au centre, mais là, l'humain, on le met à la périphérie. Et on est en train de devenir, nous, des robots de chair et de sang, des robots électroniques et logiciels. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors si vous me permettez, si j'ai encore un peu de temps, donc là, c'était par rapport aux usages, enfin, à l'environnement général. Alors, pour ce qui concerne des usages, il faut bien comprendre que dès lors on a une technologie, même si elle était conçue pour le bien, on sait qu'elle va être détournée. Et là, tous les discours internationaux de dialogue international, on a toujours IA for good, Tech for good, et même à l'ONU, ils ont créé un environnement, c'est Enjoy IT, quoi. C'est pour le bonheur de chacun. Mais quand on voit qui pilote ces groupes de travail, c'est toujours des représentants des GAFAM. Donc ça nous questionne aussi. Vous évoquiez aussi les politiques, mais il faut regarder les cabinets de conseil. Pour ne citer qu'une anecdote, j'étais invitée à collaborer à des travaux du Parlement européen sur l'IA, mais on m'a bien fait comprendre que c'était le cabinet de conseil qui pilotait le truc. Donc moi, je n'ai pas participé à ça. Je n'ai pas voulu. Éthiquement, ce n'était pas possible. Donc vous avez besoin de mon nom, ok, certes, mais pas de la compétence. Bon, alors, il y a tout un jeu politique qui s'organise autour de ces grands débats sur l'éthique qui peuvent être, on va modérer les propos, biaisés par la façon dont sont structurés les débats et pilotés en fonction des acteurs. Mais c'est un autre discours. J'en reviens toujours alors qu'à mes usages qui peut être abusif, détourné, criminel, terroriste et puis conflictuel des technologies. On le sait, les technologies de l'information sont nées du département de la défense. C'est des logiques de guerre, c'est des outils d'expression du pouvoir et de la puissance des États. Si nous utilisons le GPS, ça sert aussi à lancer des missiles. Donc il ne faut jamais utiliser, je reviendrai sur ce terme de dualité, des usages civils et militaires à des fins privées et des fins professionnelles, mais cette dualité existe. Et donc si on conçoit que l'Internet a été
été conçue durant la guerre froide par le département de la défense américaine, on voit bien que cette logique derrière, c'est toujours une logique de conquête. Et il faut, si on parle de conquête, s'intéresser à savoir qui maîtrise les territoires numériques, c'est-à-dire l'ensemble de nos données, de nos traitements. Donc on a bien cette logique de conquête, et s'il y a de la conquête, il y a de la soumission. S'il y a de la projection du pouvoir, on a bien de la défense des intérêts, qui peuvent être des intérêts économiques ou politiques, qui sont bien particuliers. Donc on peut savoir que les acteurs peuvent défendre les intérêts d'une façon loyale et déloyale, d'une façon licite ou illicite. Donc tous les acteurs sont présents peuvent avoir une performance accrue en maîtrisant les outils. La meilleure façon de maîtriser les outils, c'est de les concevoir et de les imposer. Donc après, on peut les détourner. Il y a tout un monde parallèle qui détourne ces capacités. Et c'est peut-être le seul contre-pouvoir qui existe à l'heure actuelle pour la maîtrise de ces technologies. Donc je ne vais pas vous faire la liste, mais au besoin on pourrait y revenir sur les questions de la façon dont le monde criminel, terroriste, utilise ces technologies de l'information. Mais on voit qu'en tous les cas, en matière d'intelligence artificielle, ils savent aussi s'approprier ces technologies et ces services, ces capacités, pour être plus performants, plus productifs et pour prendre de l'ampleur. Donc on pourrait dire effectivement, c'est des outils de cette performance criminelle, terroriste et conflictuelle. On voit bien que dans tous les conflits, y compris les conflits armés que nous connaissons hélas aujourd'hui, ces conflits se déroulent en même temps dans le cyberespace. Et il n'y a plus de disjonction entre le monde virtuel et le monde réel dans lequel nous sommes. Il y a une telle intrication de nos activités que c'est indissociable. Donc oui, la technologie est aussi une arme de la guerre. Il suffirait de s'intéresser aux armes létales autonomes qui excluent l'humain dans la décision de tuer aussi. L'IA, c'est fait pour faire la guerre. Et là, on a des avancées aussi technologiques assez importantes. On pourrait aussi questionner cette intrication de ces deux mondes, du civil et du militaire. Nous n'allons pas revenir sur les problématiques de désinformation, mais juste peut-être pour insister sur le fait, avec les réseaux sociaux, ça a plus d'une quinzaine d'années d'existence, peut-être une vingtaine d'années déjà, on n'a, je pense, pas pris la mesure de tout ce marketing possible, des technologies issues du marketing associées à ce pouvoir des réseaux sociaux de créer des bulles informationnelles et de personnaliser ces informations. Et ce qui m'intéresse dans cet aspect-là, c'est la capacité d'atomiser la société et de ne plus avoir de références communes. Quand on lit un livre, vous avez apporté, monsieur, des livres, si on peut lire le même livre, on a accès à la même information. Mais si je travaille uniquement dans mon environnement numérique, je vais avoir que des informations qui me seront particulièrement ciblées ou adressées. Et donc, si j'ai plus le même référentiel de communication que le vôtre, comment pouvons-nous faire société? Et à mon avis, ça, c'est le plus grand risque. Et associé à la pensée computationnelle, c'est-à-dire une pensée computationnelle, c'est induire l'humain à penser comme un ordinateur, c'est-à-dire d'une façon binaire, soit c'est vrai, soit c'est faux, soit tu es d'accord avec moi, soit tu n'es pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu es mon ennemi. Si tu es mon ennemi, tu dois mourir. Donc cette pensée binaire et computationnelle empêche le débat de société et ça permet l'émergence effectivement d'opinions qui prennent la valeur de vérité. Et cette transformation algorithmique de la vérité pose problème pour faire société. Donc on a quand même plein de sujets qui sont rarement abordés dans leur globalité, leur intégralité, mais qui mis ensemble sont des catalyseurs de dysfonctionnement possible de la société si on ne sait pas se réapproprier ces enjeux fondamentaux de la façon de faire société. Merci Solange Garnaouty. Moi je tiens ma vie, je suis d'accord avec vous. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où dans les tables rondes on est parfois pris un peu de vertige. Je pense que vous avez aussi dit beaucoup de choses chacun d'entre vous. Je vais déjà vous laisser un premier temps parce que je vois que vous avez pris des notes et que vous aviez des choses à dire. Donc Julie Martinez, je vous redonne la parole. Oui, madame, merci beaucoup pour ce propos. Je suis particulièrement d'accord avec la question des bulles de filtre et leurs conséquences en matière de polarisation des débats. Mais j'aimerais revenir sur le début de votre propos et la nécessité, en tout cas, de questionner la logique économique dont vous parliez. On l'a déjà fait, je pense, on a essayé de le faire avec une partie de la donnée en essayant de qualifier les données personnelles de droit fondamental et donc par définition en essayant de la sortir de la logique économique et d'en faire un droit inaliénable. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut questionner en 2024 la logique économique alors même que le citoyen lui-même est demandeur et consommateur, a enfin accès à l'application de l'IA,
de manière quotidienne. Parce que je suis complètement d'accord sur la nécessité de questionner cette logique économique, mais en pratique, quelles sont les pistes que vous envisagez ? Alors moi je trouve que c'est facile de dire que le peuple est demandeur, puisqu'on l'a quand même conditionné pour être demandeur. C'est comme pour accéder à de la nourriture saine ou de l'air sain. Moi je préfère de l'air sain que de l'air pollué. De la nourriture, vous voyez, c'est cette logique économique qu'il faut aussi aborder. Et moi je trouve qu'on a passé un cap avec le divertissement, où on est remettrait quand même dans cette société du divertissement, et donc on comprend bien que dans des situations difficiles, on peut avoir recours à du divertissement, mais le divertissement prend de plus en plus d'ampleur. Et là, c'est la logique du pain et des jeux, sans le pain, quoi. Donc c'est d'éveiller cette conscience-là et de dire, parce que quand on ne peut plus prendre un bus sans avoir un smartphone, ça pose problème. Donc évidemment, bien sûr qu'on a envie d'avoir un smartphone, bien sûr qu'on a envie d'être connecté, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Donc c'est cette logique de substitution et de conditionner l'accès à des services par rapport à un profilage qui pourrait être fait. Donc au-delà de la protection des données, je pense qu'on ne peut pas les protéger. Elles sont déjà dans la nature. Regardez ce qui s'est passé récemment avec les données de santé. Toutes les données sont déjà dans la nature. Et quand on accepte l'usage d'un service, on accepte que nos données soient exploitées. Le problème, c'est qu'on peut consentir à poster une photo. On sait qu'on a posté la photo, on est quand même conscient de le faire. Ce qu'on ne sait pas, c'est que toutes les métadonnées, les données sur les données sont enregistrées. Et ce qui nous est complètement invisible, c'est le traitement algorithmique de ces données et la façon dont c'est utilisé par des tiers, par des multiples intermédiaires. Donc les brokers de données, ça existe. La NSA, l'agence de sécurité américaine, achète les données aussi sur les brokers si elles ne les ont pas. Les logiciels espions, ça existe et ça fait partie intégrante du marché. Je vais être un peu choquant, hein, volontairement, mais si maintenant on mettait la cocaïne ou la GHB en libre accès dans les supermarchés, on pourrait difficilement en vouloir aux consommateurs d'en avoir envie. Et c'est un peu à dessein, c'est-à-dire que je prends ma casquette de neurologue, mais souvent l'intelligence artificielle va générer chez le consommateur une forme de libération de dopamine, quelque chose qui est assez différent quand même de la cocaïne et de la GHB, j'en conviens, mais dans lequel, par devers soi, alors parfois dans l'AIA Act, on a parlé des versions de tout ce qui était subliminal. Alors on sait bien que le côté subliminal, c'est tout à fait discutable, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'éléments qui rend la population addicte. On en est tous victimes ici présents, victimes consentantes, tout à fait. Mais c'est toujours un peu difficile quand, par devers soi, effectivement, on insinue que en fait, c'est vous qui le demandez, donc on va vous le donner. Nous, on attend de la société, on attend des sociétés, mais on en reviendra peut-être aussi plus tard, qu'elles prennent justement des décisions qui vont aussi dans le sens de la population, parfois par devers ses désirs ou ses pulsions primitives. Je pense qu'on est complètement alignés vraiment sur les constats. Moi, mes inquiétudes sont plutôt liées à comment est-ce qu'on fait, en fait, soit pour revenir en arrière, soit pour éviter cette fuite en avant, comme vous le disiez, de manière pratique. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à vous passer de votre smartphone? Et si vous n'êtes pas prêt à vous passer de votre smartphone, c'est quoi la conséquence directe pour protéger le citoyen et remettre l'humain au centre de tout? Je ne suis pas sûre déjà même que l'UAIA Act a été pensé de la même façon que le white paper ou les lignes directrices du groupe d'experts au moment de la Commission européenne en 2018 sur l'éthique de l'IA, elle avait été pensée. On prend en compte aujourd'hui des intérêts économiques qui ne sont pas nécessairement en accord avec l'intérêt même du citoyen, mais comment est-ce qu'on assure qu'il puisse continuer à bénéficier de ce dont il dispose aujourd'hui, ce qui est aussi une conséquence de la colère démocratique. C'est-à-dire qu'on l'a vu au moment du Covid, quand on enlève des droits, quand on enlève des restrictions, des libertés à des usagers et à des citoyens, il faut pouvoir compenser en expliquant pourquoi, pour quel bien-être. Là, en l'état, comment est-ce qu'on revient en arrière? Ou si on ne revient pas en arrière, comment est-ce qu'on fait? Vous voulez peut-être... Oui, en tout cas, moi je suis frappé par le fait qu'on parle de ce qu'on peut appeler l'algodépendance au niveau des particuliers. En effet, elle est réelle et le neurologue pourrait nous parler d'autres menaces, en effet, de cette mise sous influence en fait, de l'action humaine. Moi j'aimerais dire que tout ne me semble pas désespérément perdu du fait qu'il faut revenir toujours au dilemme des deux libertés. Je vous rappelle, ces deux libertés, c'est celles qui ont été thématisées par Benjamin Constant au moment de la Restauration, après la Révolution française, qui disait, voilà, en fait, la liberté des anciens, c'est celle de Cicéron et d'Aristote, mais aussi celle de Rousseau dans la modernité. Et lui optait, Benjamin Constant, pour la liberté des modernes, qui est celle que nous connaissons.
qui est la liberté individuelle. Aujourd'hui, on appelle ça l'usager ou le consommateur, de la personne qui ne désire pas être citoyenne. Je pense qu'il convient de revenir à ce dilemme des deux libertés en expliquant en fait qu'il est complexifié par le fait que des grands acteurs, des grandes organisations jouent le rôle de la puissance publique aujourd'hui. Mais enfin, il reste la puissance publique, appuyée par la recherche publique, qui est composée de savants et d'experts. Nous en sommes plusieurs dans cette salle. Il est très important de voir que si tout n'est pas perdu au-delà de... En effet, cette addiction générale au numérique, à l'IA et aux données que nous constatons, c'est que la responsabilité, disons, des organisations publiques est engagée dans quelque chose qui n'est pas facile et qui va bien au-delà de la régulation juridique, mais qui passe aussi par la régulation juridique, celle des organisations privées aussi. Les grands groupes, ici et là, dans le monde, et pas seulement en France, ont cette responsabilité. Oui, c'est plutôt le philosophe politique qui parle. Les enjeux de sécurité, on l'a compris dans cette table ronde, l'une et l'autre, vous l'avez bien souligné, vont bien au-delà des problèmes qu'on peut imaginer d'agression directe, de dysfonctionnement. On touche à la question du désir aujourd'hui. C'est ma première remarque, excusez-moi, j'étais un peu long. Le philosophe politique vous dit que, oui, les concepts hérités de la modernité, l'état de droit, les pratiques démocratiques doivent être rénovés et réinventés. C'est incontestable. Justement, c'était les idées que je soumettais à la fin, d'états généraux et d'expertise collective participative en faisant expérimenter les citoyens. Ce n'est pas seulement une connaissance extérieure. C'est la première remarque. Deuxième remarque, mais je m'en voudrais qu'elle coupe court à un certain nombre de débats. Nous vivons une époque particulière. C'est une époque de transition, issue, comme vous l'avez dit, de l'ancien monde. Tout a été conçu moi je m'en souviens, je ne suis peut-être pas si vieux que ça encore, dans un monde bipolaire, où il y avait une guerre froide. Il fallait gagner cette guerre froide. Un camp l'a emporté manifestement au profit de la liberté des modernes sur celle des anciens. Bon. Alors, on ne va pas s'en plaindre, en effet, le consommateur a l'air satisfait. L'usager est facilité apparemment dans beaucoup de ces procédures, c'est incontestable. Mais cette époque est une époque de transition. Il ne vous a pas échappé qu'un certain nombre de faits gênants se produisent. Par exemple, les centrales nucléaires risquent de ne plus pouvoir être refroidies parce que le Rhône manque d'eau, ce qui était inconcevable lorsqu'on a conçu les centrales nucléaires, dans le modèle progressiste garanti par la puissance publique. Donc, nous vivons une époque de transition parce que pour l'instant, nous avons table ouverte, du moins le croyons-nous, mais nous allons être rapidement rattrapés par les problèmes environnementaux qui sont créés par nos solutions technologiques. Alors, je ne suis pas collapsologue, je ne suis pas effondriste. Simplement, je m'intéresse à l'histoire des civilisations et certaines qui semblaient fondées sur des technologies et des pouvoirs politiques extrêmement puissants, je pense par exemple à la civilisation cambodgienne, se sont effondrés en quelques années du fait d'un grain de sable environnemental à un moment donné. Alors, du coup, vous voyez, je pense que cette période que nous vivons est une période assez folle, où l'innovation sauvage prospère, du fait que nous-mêmes nous y contribuons, et il me semble que nous allons être rattrapés par la dure réalité peut-être pas un effondrement, mais en tout cas un dysfonctionnement majeur, qui va amener à concevoir des systèmes probablement plus sobres, plus frugaux, comme on dit, avec des usages plus sobres, au profit finalement d'une liberté réinventée. Ouais, on en a parlé hier soir dans une table ronde. Solange, on vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Il me semble que ce n'est pas revenir en arrière, mais c'est penser le monde d'aujourd'hui et de demain avec la réalité d'aujourd'hui. Notre réalité, c'est quand même le risque environnemental qui est prégnant. Donc c'est pourquoi ne pas penser l'informatisation de la société, le numérique, pour prendre le meilleur et essayer de maîtriser le pire, en remettant nos besoins fondamentaux au centre de nos préoccupations. Et donc d'avoir cette logique, ce que j'appelle moi de la retenue numérique, d'utiliser le numérique là vraiment où on en a besoin. Et ça va au-delà un peu de la sobriété, mais c'est faire la balance des intérêts entre ce qui est nécessaire, ce qui est impératif, et de ce qui pourrait ne pas l'être. Tandis que là, on ne se pose pas la question. On a vraiment une numérisation bulldozer, on écrase tout avec le numérique. Et c'est revenir et c'est prendre en compte nos besoins fondamentaux de préservation de la planète et du partage, et partage des valeurs, et pas laisser ce monde qui est effectivement bipolaire, peut-être a été vaguement multipolaire, mais qui est surtout technopolaire. Là, on laisse les dirigeants hégémoniques de l'Internet prendre le pouvoir et de conseiller les politiques. Et donc, les États sont plus en mesure de protéger les citoyens, puisqu'ils ne maîtrisent plus le code informatique
qui conduit les affaires publiques. Donc je pense que cette dépendance et comprendre ces liens de dépendance, vous avez évoqué l'addiction, c'est vrai que nous sommes en situation d'addiction, donc comment aller enlever un produit qui rend service, qui crée une situation quand on l'a imposé. Ce n'est pas un retour arrière, c'est éviter de continuer à faire les mêmes erreurs dans cette logique de croissance économique infinie qui se substitue avec une croissance numérique infinie. Le numérique, c'est des ressources naturelles qui sont d'ordre fini. Donc c'est questionner cette notion de croissance et de s'intéresser aux changements qui sont en train d'exister par l'adoption massive des systèmes d'intelligence artificielle pour gérer les affaires communes. C'est de s'intéresser à la manière dont l'IA change les structures et les acteurs du pouvoir et de s'intéresser qui a le pouvoir et répondre à ces questions de pouvoir qui, il me semble, sont au cœur de vos préoccupations de recherche, qui sont fondamentales et qui sont difficilement abordables. Et puis surtout s'intéresser aux stratégies d'expansion et de domination de ces acteurs hégémoniques de la tech, puisque là on est en train de dépendre de volonté d'une poignée, je dirais, d'hommes très, très bien profilés. Et peut-être, alors ça va être des propos qui risquent d'être mal interprétés ou de choquer, mais je le fais peut-être à dessein. Me semble-t-il, à l'heure actuelle, la politique chinoise a compris les enjeux du numérique et met en œuvre, ils sont alignés en fonction de leur politique, de leurs pratiques et du contrôle des entreprises privées qui fournissent des services. Je ne dis pas qu'il faille du crédit social à la chinoise, mais c'est des entreprises qui sont aussi exportatrices d'une vision du monde. Et le crédit social à la chinoise, on l'a déjà sous certaines formes ici en Europe, y compris en Suisse. Alors justement, je vais revenir un petit peu sur ce que vous disiez. Bon, avant, il y avait deux blocs qui s'opposaient. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plein de blocs, mais il y a un bloc qui s'oppose à l'autre sur lequel je voudrais peut-être vous interroger. C'est le bloc privé et le bloc public, justement. On parlait de valeur démocratique des algorithmes. Donc on laisse aujourd'hui le soin à des entreprises privées de générer des algorithmes qui vont avoir un impact important sur la vie quotidienne des citoyens. Et je voulais vous poser la question, Julie Martinez, je sais bien que vous n'êtes pas le porte-parole de Palantir, évidemment, mais on sait que c'est une boîte qui travaille notamment dans ces algorithmes-là, avec la NASA, avec des gouvernements, etc. Dans quelle mesure est-ce que vous avez l'impression que ces entreprises-là injectent des valeurs démocratiques dans leurs algorithmes? Quelles valeurs et qui en sont les garants? Alors encore une fois, je ne représente pas Palantir ce jour, mais je suis ravie de pouvoir y répondre de manière liminaire. Palantir Technologies a été construit après les attentats de 2001 aux États-Unis, avec pour optique de lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est un produit qui est à la main des gouvernements, des départements de défense, de certains services d'intelligence, mais également des entreprises. Et c'est en ça, je pense, que Palantir a une responsabilité d'autant plus accrue. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un logiciel à la main des garants du pouvoir élus de manière démocratique. Ce sont également des outils qui sont à la main aujourd'hui des entreprises. Alors moi, je pense qu'il y a deux choses, en tout cas de mon expérience, qui sont mises en place pour cette entité particulière américaine, mais qui a des entités un peu partout dans le monde. C'est d'une part d'être très clair sur les pays, les entités qu'on aide, ou en tout cas qu'on assiste en fournissant ce logiciel-là. C'est de décider de défendre Zelensky contre Poutine. C'est de décider de ne pas fournir ce logiciel-là à la Chine. C'est une première étape. La seconde, c'est comment en pratique, en interne, on s'assure d'intégrer des principes qui sont fondamentaux d'éthique, mais pas que, à l'instinct, enfin, au cœur même de nos produits. C'est ce que Madame appelait l'éthique by design, enfin, la privacy by default. C'est comment est-ce que nos ingénieurs comprennent dès le départ, au moment même où on construit le logiciel et les cas d'usage qui seront à la main après entièrement des clients, comment est-ce qu'on intègre les features, donc les procédés, les options techniques pour s'assurer que lorsqu'on leur remet ce logiciel-là, les gouvernements et les entités sont elles-mêmes garantes de cette éthique fondamentale lorsqu'elles s'occupent et elles traitent des données. Alors nous, on travaille, c'est une équipe qui a été créée dès la fondation, la création de Palantir, avec des ingénieurs qui sont
philosophes, sociologues spécialisés en privacy. On a une équipe qui est donc PCL, Privacy and Civil Liberties Engineers. On travaille main dans la main pour chaque cas d'usage et chaque client qu'on accepte d'aider, avec un comité d'experts aussi externe qui va nous alerter potentiellement sur les risques et les cas d'usage. Alors là, a fortiori, aujourd'hui, alors que nous intégrons des modèles d'IA de différents fournisseurs pour rendre les plateformes, le logiciel encore plus puissant, cette question n'a jamais été aussi importante que la formation de nos ingénieurs à ces problématiques-là, sachant qu'il y aura toujours en plus, en tout cas chez nous, un juriste dans la boucle au moment où le dossier démarre et où il s'arrête. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi en entreprise. Le souci étant que ce que moi je vois en interne comme étant un critère fondamental, et encore une fois je le dis de bonne foi, dans ma propre entreprise, est-ce que ce sont des critères qui sont pris en compte par, je dirais, des entités qui ont, elles, accès au jour le jour à vos données? Ce logiciel-là, le mien, est fourni à des entités qui vont en faire leur propre cas d'usage, mais on n'est pas en B2C, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas pouvoir traiter directement vos données. Est-ce qu'on attend de la même façon que Google, Facebook, enfin Meta, Amazon traitent vos données avec cette même privacy by design et by default au cœur même des produits? J'en suis pas sûre. Merci. Oui. Vous évoquez le monde bipolaire d'autrefois, que j'ai mentionné, et puis vous vous dites, voilà, il y a un nouveau monde bipolaire, privé, public. Qu'on m'entende bien, il ne s'agit pas pour moi, précisément, vous l'avez compris, d'expliquer que tout est perdu, tout au contraire. En revanche, je crois qu'on ne peut pas dupliquer ce modèle bipolaire d'autrefois, aujourd'hui dans le privé et le public. Nous avons changé de monde. Il faut prendre une autre métaphore, que cette métaphore des deux pôles, qui est une métaphore peut-être liée à une étoffe, un tissu. Les intérêts privés et publics sont plus que jamais extrêmement emmêlés. C'est vrai pour le monde de l'intelligence artificielle et du numérique, c'est vrai pour les biotechnologies, par exemple. Alors, ce qui est inquiétant, c'est la réalité du lobbying, par exemple, qui fait qu'en effet, il n'y a pas de décision publique qui ne soit adossée à des intérêts explicites ou implicites, où la puissance publique, dans les différentes souverainetés nationales, retrouve celle des industries et d'abord des start-up. Alors on pourrait parler des entreprises d'Elon Musk qui sont nourries par l'économie américaine en tant que l'État, la NASA, lui adresse des contrats. Alors on pourrait multiplier les exemples. Ce qui signifie que, d'une certaine manière, les choses sont beaucoup plus floues qu'avant. Le pouvoir politique, adossé au peuple, à la puissance populaire, ne peut plus se comporter de la même manière. D'où les enjeux de formation, de montée en compétences, en expertise des citoyens, et aussi, si vous voulez, une nouvelle dimension qu'il faut adresser pour comprendre comment tout cela peut quand même nourrir un monde favorable à la liberté. C'est que, tout à l'heure j'ai évoqué 3 niveaux, j'en ai ajouté un 4e, j'interviens en école d'ingénieur. Grenoble est un haut lieu de l'innovation à la française. Bon. J'interviens beaucoup en école d'ingénieur, je constate l'indignation politique et environnementale de nombre de jeunes ingénieurs. Alors, ça dépend du secteur d'activité. L'indignation est plutôt basse dans les élèves ingénieurs en informatique, malheureusement. Mais je contribue à la stimuler. Je pense qu'il faut aussi, via des outils juridiques qui se mettent en place, comme la protection juridique pour les lanceurs d'alerte, profiter de ce système qui est l'intrication des acteurs privés et publics pour favoriser finalement un hacking vertueux. Un hacking vertueux en réinventant une posture dans ce monde tout en contraste, qui aurait beaucoup plu à Machiavel, en réinventant une figure qui est celle, si vous voulez, des nouveaux corsaires de la République. Solange Garnauty. Oui, je trouve intéressant effectivement l'idée. Moi, je voudrais aussi insister sur cette asymétrie entre l'État et le citoyen, entre le secteur public et le secteur privé, et puis aussi entre tous ces acteurs de la tech, avec les opérateurs qui sont des géants, et puis ceux qui essayent d'émerger. Donc cette asymétrie-là, elle n'est jamais à l'avantage du citoyen quand même. Ce qui me semble aussi délicat en termes d'éducation, j'ai peut-être une vue biaisée de mon expérience, c'est de dire que nous, l'Europe, la France, la Suisse, contribuent à éduquer fort bien des jeunes qui vont
s'exporter, ils vont être employés chez ces fournisseurs de technologies qui sont les géants, parce que la recherche en IA, c'est tout à fait stimulant d'aller travailler chez l'un ou l'autre de ces opérateurs. Je ne vais pas citer de nom, mais on a cette attractivité, c'est-à-dire la société, le public va payer la formation, les bénéfices de la formation et de l'éducation vont profiter toujours eux-mêmes. Donc là, on a aussi un problème dans l'éducation et dans l'éveil. Et je pense que pour que ces questions de société arrivent jusque dans l'ingénierie, dans les écoles d'ingénieurs, dans la technique, il faut faire un gros travail, puisqu'on voit nos professeurs, en tous les cas en informatique, je vais peut-être faire une généralité, vous m'en pardonnerez, ce n'est pas forcément tout le temps le cas, mais sont aussi issus de ces entreprises technologiques qui investissent le monde universitaire et le monde académique. Et regardez le nombre de programmes de formation de logiciels libres. On n'apprend pas à utiliser des logiciels libres ni à les développer. Alors c'est vrai qu'il y a souvent une dialectique du bonheur, de la liberté. Moi personnellement, dans mon cabinet de médecine, je suis quand même plus souvent embêté par le hacking, le phishing, que par les avancées vertueuses de l'intelligence artificielle. Dans ce côté un petit peu toujours très bienveillant qu'on nous apporte, moi il y a quelque chose qui m'interroge, c'est cette idée, on en a parlé avant, de tout ce qui est logiciel en open access. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun peut prendre et utiliser des logiciels d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pas un peu comme si on laissait à tout le monde la possibilité de se fabriquer une arme aussi ? En tous les cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la démocratisation des outils de la fraude, dans tous les cas, et du plagiat. Au moins, c'est accessible à tout le monde. Avant, on avait quand même une logique économique des étudiants qui payaient la sous-traitance de leurs travaux de mémoire. Puisque là, c'est accessible à plein d'autres gens. En tous les cas, juste, peut-être, je ne vais pas forcément répondre, mais c'est vrai qu'il y a une démocratisation, pourquoi pas, de l'usage des outils, et c'est peut-être tant mieux, au moins que ça soit un peu plus égalitaire. Mais j'ai beaucoup apprécié aussi cette notion de flou et de fluidité. Et en fait, comment rendre l'autre fou? C'est en effaçant les frontières. Donc là, je pense que nous sommes à une période charnière où les frontières traditionnelles sont en train de s'effacer. L'intrication des mondes technologiques, économiques et politiques sont telles qu'il faut se réapproprier du pouvoir par une conscience particulière. Mais ça va être difficile parce que le pouvoir n'est pas dans les mains du peuple en tous les cas. Et la façon dont sont faits les algorithmes ou les logiciels, on peut faire confiance à des fournisseurs qui sont très déclaratifs pour faire du bien, certes, mais on n'a aucun moyen de contrôler, de vérifier et de modifier la façon dont ça opère. Et on n'a pas cette visibilité-là, et donc ça pose quand même problème. Et donc on est contraint, moi ce que je dis, là où pour moi l'informatique n'est pas une technique ni particulière, n'est pas un outil, c'est que ça nous empêche de penser le monde autrement, et c'est aussi accompagné par le slogan introduit par Margaret Thatcher dans les années 70, il n'y a pas d'autre alternative. Donc on nous a confisqué notre imaginaire, et même les licornes qui émergent fonctionnent sur des modèles imposés par les géants de la tech. Et c'est ça le plus grand danger, d'être dans l'impossibilité de se réapproprier une autre façon de faire de l'informatique et offrir des services. On va laisser la parole au public pour les questions aux intervenants. Merci beaucoup, c'est passionnant. Mais vous avez dit éducation. Et moi, j'ai dit, et les enfants? Quel sera vraiment... Bon, qu'est-ce qui se passera? À quel âge on va les introduire? Est-ce qu'on va les protéger? Et comment on va se comporter? C'est notre avenir. C'est l'avenir qui vraiment... qui peut bouger, qui peut changer. C'est leur vie peut changer. Il y a beaucoup de jeunes qui maintenant se sentent mal. Il y a beaucoup de gens de jeunes plutôt, les femmes et ceux qui ne veulent pas avoir les enfants. On a peur de l'avenir, on a peur. Et avec notre technique possible, vraiment extraordinaire, qu'on peut changer le monde, qu'est-ce qu'on a prévu maintenant, aujourd'hui, pour nos petits-enfants? Merci. Alors, Julie Martinez, qu'est-ce que France Positive pourrait recommander dans l'éducation pour pouvoir mieux s'en sortir dans une société pleine d'IA?
dans une société pleine d'IA, alors comme je disais, il faut réinvestir, je pense, massivement dans les sciences, en ce que la formation même scientifique n'apprend pas nécessairement juste un format d'idées qui, à terme, ne va pas être amené à évoluer, mais apprend à apprendre et apprend à appliquer une méthodologie qui, potentiellement, va pouvoir être utile, peu importe la technologie et le développement de l'IA. C'est-à-dire que le monde que nos enfants, ou en tout cas moi, mes enfants connaîtront demain ne sera pas nécessairement le même que celui qu'ils connaîtront dans 20 ans. Donc il faut apprendre en tout cas nos élèves de manière très basique, désolé d'être peu original, mais à apprendre à évoluer et à s'adapter à un monde en constante évolution en réinvestissant pour moi dans les sciences. Après, sur la protection des enfants, je trouve la question très intéressante. A fortiori, regarde de ce qui se passe à l'étranger. C'est-à-dire qu'avec le boom de cette nouvelle technologie, on se rend compte déjà, on peut avoir accès à de nombreuses recherches en la matière. Si on lit par exemple Boris Cyrulnik, l'impact qu'a la technologie, et particulièrement les écrans, sur le développement cognitif des enfants. Est-ce qu'il faut pouvoir le réguler dès maintenant pour empêcher qu'un drame se produise pour les générations qui sont nées il y a 5 ans, qui naissent aujourd'hui? C'est ce que fait déjà la Chine. C'est-à-dire que la Chine a commencé à interdire l'accès aux écrans aux enfants moins de 3 ans. Le contenu de nombreuses entreprises chinoises, parmi lesquelles ByteDance, n'est pas le même selon qu'il est en Chine ou tel qu'exporté en Europe, tout simplement parce que la Chine a compris que les enfants au contact de ces écrans-là avaient besoin d'être stimulés de manière beaucoup plus intelligente qu'avec du simple divertissement tel qu'on le connaît aujourd'hui avec TikTok par exemple en Europe. Et c'est une guerre aussi informationnelle qu'il faut pouvoir gagner dès aujourd'hui en Europe, comprendre que les écrans peuvent être, ou en tout cas la technologie peut être utile, mais aussi un risque pour le développement et la santé mentale, y compris la santé mentale des plus jeunes. Les risques TCA ont décuplé avec l'arrivée par exemple des filtres sur Instagram, et ça c'est une problématique qu'il faut pouvoir régler aujourd'hui. Thierry Ménissier. Merci madame. Votre intervention, ce genre d'intervention, stimule en moi le défi du pédagogue. Et en tant qu'enseignant, professeur de philosophie d'abord en lycée, puis à l'université, j'ai pris l'habitude d'essayer d'inventer des formes pour justement relever ces défis, ces inquiétudes. Et donc un témoignage personnel, j'ai pris l'initiative d'inventer il y a maintenant 2 ans quelque chose que j'appelle le challenge Prométhée, qui vise à former des élèves ingénieurs, mais aussi d'autres personnes jusqu'à des adolescents, par des modules qui permettent une mise en pratique de la connaissance éthique rapidement transmise, avec un savant dosage de créativité pour donner la main à l'inventivité des jeunes dans la capacité qu'ils ont à créer, par exemple, vous avez remarqué que tous les jeunes créent des dystopies aisément. Les obliger à créer une utopie de manière visuelle en groupe, par exemple. Donc ce challenge Prométhée, destiné principalement d'abord aux ingénieurs, ici un jeune ingénieur formé au challenge Prométhée, ça permet, vous voyez, de redonner la main et une forme de responsabilité aux jeunes. Donnons-leur le pouvoir en les éveillant sur le plan éthique et politique. Moi, je suis, vous voyez, raisonnablement optimiste dans la capacité qu'auront nos jeunes, avec une conscience environnementale beaucoup plus développée que celle que nous avons eue pour notre part, parce que nous avons été aveuglés sur le plan environnemental, du fait des miracles de l'industrie, donc pour réinventer le monde, si vous voulez, un monde vivable, désirable, avec des valeurs souhaitables. Solange Carnauty. Juste en termes de boutade, mais j'ai pas de souci pour l'avenir, parce qu'on saura programmer nos enfants selon les critères désirés par les algorithmes. Donc on va pouvoir faire de la sélection chromosomique et la sélection du clonage d'humains en fonction des critères qui seront bien adaptés pour faire des citoyens bien dociles. Je plaisante à peine. Le pire n'est pas certain. Question dans le public. Merci pour vos interventions, c'était très intéressant, passionnant. Je voudrais revenir sur un point, ça a été souligné, le fait que les civilisations, dans l'histoire des civilisations, certaines se sont écroulées par manque de gestion des ressources naturelles. Et il y a quelque chose qui m'étonne, vous avez souligné le fait qu'on était particulièrement aujourd'hui fragile, puisque tous nos systèmes dépendent justement de ces puissances technologiques. Et j'ai une sorte d'étonnement, je me dis, mais comment c'est possible ? Étant donné que vous l'avez bien dit aussi, toute l'histoire des technologies était d'abord une problématique militaire et de souveraineté des États. Et la base de la stratégie, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et je me dis comment c'est possible parce que tout le monde le sait, cette fragilité actuelle. Donc soit actuellement il y a des systèmes parallèles, les milieux militaires mettent en place
des dispositifs qui seront, comment dire, pérennes, même en situation de crise climatique. Peut-être on ne le sait pas. Soit en effet, tel que vous l'avez dit, dans 15 ans, en fait, il y aura des choix entre maintenir la survie des systèmes nucléaires et politiques et informatiques au détriment de l'alimentation des populations, ou autre solution et qui m'étonne, ça tarde, développer d'ores et déjà des filières low-tech pour préserver des systèmes peu coûteux énergétiques, voire revenir au papier et d'éviter de tout numériser. Donc ce qui m'étonne un petit peu, c'est cette sorte d'absence de stratégie, ou en tout cas dans ce contexte qui est le nôtre, on se dit mais où est la stratégie politique de fragiliser à ce point en fait nos États, nos sociétés. Oui, je vous remercie. Effectivement, c'est une excellente remarque et une bonne question. C'est vrai que ça paraît... on est face à des injonctions contradictoires et les choix, on peut aussi les questionner. Je n'ai pas de réponse plus appropriée à faire, mais la réalité que vous décrivez, elle est réelle. Mais beaucoup militent effectivement pour promouvoir des approches de moindre technologie, de moindre dépendance. Mais ce n'est pas forcément les courants qui prennent de plus d'ampleur ou qui sont soutenus, parce qu'économiquement, ce n'est pas rentable. Oui, merci. C'est incontestable aussi. Je vous parle en tant que témoin au contact de populations d'ingénierie et aussi disons, de boards de grandes entreprises constituées par des gens qui ont une formation d'ingénierie, de grandes écoles à la française. C'est incontestable qu'il y a une illusion de la techno suivante qui va sauver tout. Ce technosolutionnisme qui consiste d'une part à vouloir trouver la solution technique pour des problèmes par exemple sociaux et politiques, ce qui est une illusion totale, et puis d'autre part qui consiste à dire demain on aura une meilleure technologie beaucoup plus propre, donc on peut continuer avec le même degré de disons de confort, de fluidité. En fait, il y a effectivement incontestablement le soupçon d'un formatage intellectuel qui fait que nos élites sont susceptibles de perdre de vue ce genre d'évidence. On peut avoir le soupçon. Donc là encore, faisons confiance aux activistes qui rappellent aux élus de dire voilà, attention à ce que vous faites. Je pense par exemple au Shift Project de Jean-Marc Jancovici, des gens qui disent aux élus mais attention, qu'est-ce qui va se passer demain? Donc la question est très pertinente. Merci. Bonjour. Ah oui, non mais juste 2 secondes encore. Dans les cercles politiques, j'ai entendu dire oui, nous on n'a pas la solution, mais demain on va l'avoir. Et c'est plus facile de se rassurer avec une solution technique que de penser la complexité des problèmes politiques et sociaux. Donc cette espèce d'aveuglement que vous aviez évoqué précédemment, qui est réel, quoi, et de se dire oh, nous c'est pas notre souci, les générations futures vont trouver la solution. On fait confiance. Question du public. Bonjour, merci pour ce forum et merci pour cette table ronde de ce matin. C'est pas vraiment une question et je m'en excuse d'avance, plutôt une réaction. Je suis assez rassurée d'écouter ce matin cette table ronde-là parce que ces derniers jours, on l'a entendu, la question qui n'a cessé d'intéresser les gens qui étaient là, que ce soit des domaines du droit, de la médecine, de la philosophie, c'était d'être face à un tournant, une terre nouvelle. Vous avez parlé ce matin, on en a parlé ces derniers jours aussi, de vertige. Et dans cette terre nouvelle, où il me semble que ce forum cherche aussi une boussole, c'est Hans Jonas qui parle de boussole, dans le principe responsabilité, où on est face à un monde qu'on ne connaît pas. Je suis rassurée ce matin parce qu'il me semble important de remettre aussi un peu la peur au centre de ce questionnement. Alors pas une peur technophobe, pas une peur irrationnelle, mais plutôt une heuristique de la peur, pour reprendre encore une fois Hans Jonas. Et c'est un peu peut-être la réaction de Madame au tout début, puisque effectivement, si le domaine du droit se demande comment aujourd'hui faire face à des questionnements, par exemple, du droit à l'image post-mortem, à toutes ces questions qu'on ne connaît pas encore, il me semble aussi qu'il y a un ressort affectif et que la peur, elle est importante, mais bien sûr dans un usage rationnel de la peur, pas dans un usage passionnel. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Quiconque vit sans la peur et la douleur ne vit pas très longtemps habituellement. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. J'aimerais revenir sur la catégorie de algodépendance qui, comme vous l'avez présenté dans un premier, disons, première définition, ça a un rapport avec les infrastructures, c'est-à-dire que le billet de train devient dématérialisé. Moi, j'aimerais rajouter, puisque ça m'a fait réfléchir effectivement le mini-échange, la dopamine sont liés. Donc, d'une part, je crois que sociologiquement, on a un problème d'infrastructure, et d'autre part, on a un problème tout simplement de cognition. Au moment où j'aime beaucoup Tristram Harris, qui est une personne qui a beaucoup alerté sur justement la manière dont les algorithmes de Google sont conçus, parce qu'il a travaillé pour eux. C'est quelqu'un qui est éduqué à Stanford. Et il a expliqué justement que ce qu'on cible, c'est notre cerveau lézard. Voilà. Et donc, je crois que c'est important de pointer les problèmes, mais peut-être que la chose la plus importante dans ces forums, c'est d'essayer de trouver ensemble peut-être des solutions. Et je voulais voir si vous pouvez répondre à ces problématiques qui sont liées à l'infrastructure de l'algodépendance et la dopamine. Vaste sujet, merci. Je voudrais aussi rebondir sur l'intervention précédente en les liant. Merci beaucoup d'avoir convoqué à ce débat la figure de Hans Jonas avec donc le principe responsabilité et la mise au premier plan de la peur. Et d'une émotion favorable à une dynamique de transformation. C'est ce qui me permet de vous répondre. On peut ajouter, par exemple, à la réflexion jonassienne, l'ensemble des éthiques environnementales. Je pense par exemple à Bert Kalikot, qui évoque le fait qu'on ne devrait pas considérer la nature comme une ressource, qu'il y a une erreur de perspective. En pouvant, donc, si vous voulez, transformer notre rapport à la nature avec des émotions qui sont positives. Donc je crois que la manière dont la cognition, d'une part, et l'infrastructure peuvent être liées demain, passe par le réapprentissage à des émotions qui sont favorables. Parce que, pourquoi je vous parle d'émotions? Parce qu'on peut les envisager du point de vue neurocognitif, les émotions. Il est évident que l'usager du monde qu'on appelait autrefois cybernétique, qu'on appelle aujourd'hui algorithmique, est un monde, enfin l'usager est donc, si vous voulez, polarisé sur le mental. Cette polarisation sur le mental est quelque chose qu'on doit absolument considérer comme une menace. C'est en dépolarisant cette relation à nos outils numériques et aux infrastructures qu'on arrivera à une nouvelle forme de connaissance. Alors, on va laisser poser, je crois, 2 questions. La seule chose, je laisserai d'abord répondre Julie Martinez parce qu'elle doit attraper un train rapidement. Donc, en fonction de la question, mais c'est le jeu. Bonjour et merci pour vos interventions. Alors moi je voudrais revenir sur l'aspect de la désinformation et dans un cadre juridique plus ou moins international, je me pose la question, est-ce que c'est pas un vœu pieux de mettre en place donc des dispositifs à l'international, sachant que la désinformation donc sous le biais de l'IA est utilisée impunément au plus haut niveau? Et une deuxième question donc, en rapport avec celle-là, est-ce que le régime démocratique, selon vous, est le bon régime pour répondre donc à ces menaces? On va peut-être déjà juste laisser répondre Julie Martinez qui doit s'éclipser après. Oui, je suis vraiment désolée. Non, sur la question de la désinformation et de la gestion à l'échelle internationale, en effet, on est dans une complexité particulière, dans le sens où on ne va pas pouvoir attendre de la Russie et des Chinois qu'ils adhèrent à nos propres mesures en la matière. Néanmoins, je pense qu'une véritable coopération internationale à l'échelle gouvernementale et aussi du secteur privé dans ce que j'appelle être le réseau démocratique, donc qui impliquerait les grandes puissances démocratiques de ce monde en forçant les États-Unis à appliquer des règles équivalentes à celles qu'on connaît sur notre territoire européen, ce qui est déjà en cours de route, hein, parce que quand on voit la réglementation en matière de, par exemple, protection des données personnelles, l'Europe a réussi un tour de force en faisant une application extraterritoriale, c'est-à-dire que n'importe quelle entité américaine qui adresserait un produit ou un service à un Européen est censée respecter un niveau de protection équivalent à celui qu'on offre nous en Europe pour nos citoyens. Donc il y a déjà en tout cas un tour de force de l'Europe pour aller engloutir avec elle des pays qui n'étaient pas forcément, je dirais,
touchés de manière directe par ces enjeux-là parce qu'ils prônaient peut-être des intérêts économiques supérieurs, mais on voit que l'Europe a eu une influence, en tout cas par exemple sur ce cas précis de la protection des données, sur d'autres territoires. On voit par exemple les États-Unis, le Brésil, des législations apparaître même aux Émirats arabes unis qui copient ce modèle-là parce qu'en fait les citoyens se sont saisis de cette chance-là pour demander plus de droits. Donc je pense qu'on a une coopération internationale à mener avec des intérêts, des gouvernements qui partagent nos inquiétudes démocratiques pour faire barrage à ces entités, ces ingérences étrangères. Alors en pratique, ça demande quoi? Ça demande effectivement que le réseau social X accepte peut-être de mettre en avant des informations labellisées fiables comme telles par une entité tierce sur le modèle du Journalism Initiative du UK, enfin du Royaume-Uni par exemple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une entité indépendante aurait dit que RTL, France Info sont des entités fiables dans nos pays pour émettre une information, on pourrait demander de manière globale aux entités privées de mettre en avant ce contenu-là par rapport à des fake news et des deepfakes qui sont facilement identifiés par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, encore une fois, ils ont tous les outils techniques pour en tout cas cibler ce type d'information-là qui est malheureusement virale. Et c'est là où l'intérêt économique revient sur le domaine. Il faut pouvoir coopérer en tout cas avec les entités internationales. Après, est-ce que c'est le meilleur régime, la démocratie? Oui. Est-ce qu'il faut abandonner nos autres droits pour une meilleure protection du citoyen face à un danger qui pour moi n'est qu'à une verticale de ce qui se présente à nous en tant que citoyens? On est peut-être dans une bulle, mais je pense que le régime démocratique est le plus à même de mener ce combat à charge après aux citoyens de s'en saisir. Merci Julie Martinez, on vous remercie pour... J'écoute la réponse, mais je file après. Merci pour la question. La question est très importante puisqu'elle elle met en relation, elle met l'accent sur la circularité de l'information et de la démocratie. Ce qui a été inventé dans la modernité, j'évoquais les Lumières tout à l'heure, c'est la capacité d'une société à s'appuyer pour se démocratiser sur une information fiable. Tout commence avec une presse de plus en plus libre au XVIIIe siècle, avec la mise à disposition du public de les encyclopédies, par exemple Diderot et d'Alembert. Bon. Alors d'où le problème majeur. Je pense que ça a été bien posé, le problème entre les structures héritées sont territorialisées, c'est-à-dire que les États-nations organisent les élections, et le problème, il est global. Les solutions qui nous sont données par les GAFAM sont globales. Donc la solution de la certification est une vraie solution. Donc je reviens à ce que je disais sur la qualité d'expertise indépendante. Voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, et malheureusement les choses ne sont pas très claires, c'est le fait de repenser l'échelle territoriale de la démocratie. Il me semble qu'à côté d'un monde qui se globalise tout en étant extrêmement fragmenté, il y a un verrou qui est constitué, en particulier dans un État comme la France, pour le meilleur et pour le pire, par une dimension très statocentrée. Alors que c'est peut-être à une échelle d'une granularité différente que se réinventent les solutions démocratiques. J'évoquais tout à l'heure les expériences des conventions citoyennes pour le climat. Quoi qu'en fasse la réalité politique, il faut distinguer les choses. L'expérience d'appropriation démocratique des technologies est une vraie expérience démocratique. La réinvention se fait par l'usage expert, par la compréhension, par la mise en œuvre. Et là, ce sont des pouvoirs plus locaux qui ont une très grande responsabilité démocratique aujourd'hui. Merci. On va prendre... Vous vouliez rajouter quelque chose? Peut-être au niveau de la certification, bien sûr, c'est toujours une bonne idée, mais il faut se poser la question qui va être en mesure de certifier, sur quels critères et quels vont être les acteurs de la certification et de la transparence. Et laisser le soin des entreprises privées de faire ou non la censure sur le net peut aussi poser d'autres problèmes. Et je voudrais juste revenir sur 2 points par rapport à l'IA et cette capacité de créer du différent et du nouveau, y compris des deepfakes. Et on peut voir que c'est effectivement peut être un instrument pour l'exercice du pouvoir basé sur le mensonge. Et puis si on considère que les mécanismes de la dictature s'appuient sur la destruction de la relation des citoyens avec la réalité, alors l'IA peut devenir une arme au service de dictateurs. Et je pense que là, il faut vraiment être conscient aussi de ces pouvoirs sans limite qu'on laisse à des techniciens. Eh bien, il nous reste à vous remercier pour cette très belle table ronde. On a appris beaucoup de choses, on a beaucoup de questions encore, mais c'est le jeu du forum. Alors,
On se retrouve à 14h pour une nouvelle table ronde sur la thématique « Comment la science-fiction façonne l'IA entre rêve et réalité ». À tout à l'heure.